marqué après la prise de parole de Donald Trump cette nuit. Le monde est plus que jamais dans l'incertitude quant à la réouverture du détroit d'Ormuz. On en est où, Nicolas? Alors, ce matin, on en est avec un président américain qui, en sous-texte, nous dit, bon, j'ai mis un désordre international et planétaire, débrouillez-vous désormais avec le détroit d'Ormuz si vous en avez besoin. C'est ça la situation. Le détroit, ce matin, il reste bloqué par l'Iran, excepté pour les navires jugés amis, on va dire. En tout cas, tout ce qui est jugé hostile ne passe plus. Le baril de pétrole qui avait un peu reculé dans l'espoir d'une clarification avec Donald Trump n'a pas bénéficié d'une particulière clarification. Donc là maintenant on est même au-delà des 107 $ le baril alors qu'on était aux alentours de 100. Vous avez un choc énergétique qui maintenant est avéré avec déjà un réveil de l'inflation. On en parlait hier. Vous avez des conséquences économiques très palpables. Hier, la croissance 2026 du premier pays de la zone euro, l'Allemagne, a été divisée par 2, tout simplement. Et puis vous avez des pays qui sont très dépendants des hydrocarbures du Moyen-Orient qui sont aujourd'hui totalement sans solution. Ces pays s'appellent Japon, Corée du Sud, Inde, Chine, Pakistan, Taïwan. On parle d'une dépendance qui est entre 50 à 70% des livraisons du Moyen-Orient. Donc c'est important. Et puis vous avez toutes les autres exportations qui passent par le détroit d'Ormuz, là aussi on en a parlé, eh bien qui commencent à provoquer là aussi des phénomènes de pénurie, des phénomènes d'inflation. On a parlé des engrais, on a parlé de l'aluminium, on a parlé des intrants agricoles, on a parlé des intrants industriels, des conséquences pour l'industrie de la chimie. Vous avez aussi des populations dans le monde entier qui s'échauffent devant une situation qu'ils observent au quotidien, devant laquelle ils se rendent compte qu'il n'y a pas de solution et pas de perspective. Vous avez des exécutifs, des gouvernements qui objectivement sont démunis pour apporter des solutions concrètes et des solutions durables, soutenables à l'évolution des prix de l'énergie, parce que derrière les prix de l'énergie, il va y avoir le même mouvement qui va s'emparer de l'alimentaire, du logement, il va y avoir des conséquences sur l'épargne, sur l'emploi et sur la croissance. Et enfin, vous avez des producteurs d'hydrocarbures au Moyen-Orient qui sont juste à la cave. Vous prenez le Bahreïn, la production d'hydrocarbures du Bahreïn, elle fait moins 100%. On a des baisses de production qui sont entre moins 70 et moins 50%. Celui qui s'en sort le mieux, c'est l'Arabie Saoudite, qui ne voit sa production reculer que de 25%. Hier ou avant-hier, l'ONU a estimé les pertes pour les pays du Golfe liés à la guerre. Le chiffre est juste stupéfiant. Il est de 186 milliards de dollars en à peine un mois de conflit pour les monarchies du Golfe. Voilà où on en est ce matin. Alors, qui doit rouvrir ce détroit d'Ormuz? J'ai la réponse. Ah. Alors, les dernières infos, c'est que le Royaume-Uni, là, est en train d'essayer de mobiliser une trentaine de pays pour organiser une réunion, afin de mobiliser donc plusieurs nations. Cette mobilisation aurait pour objectif de restaurer, de garantir la sécurité du détroit. Ben, c'est pas trop si le Royaume-Uni s'imagine dans une situation conflictuelle avec des risques armés ou une situation où la paix serait, enfin en tout cas, forme de tranquillité militaire se serait réinstallée. Donc tout ça est très flou. L'autre élément nouveau, ce sont les Émirats Arabes Unis qui se disent prêts cette fois-ci à passer à l'action. Il y a une dimension un peu belliqueuse tout de même pour ouvrir cette voie maritime. L'information émane du Wall Street Journal. Les Émirats Arabes Unis souhaitent une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, le Bahreïn a proposé une résolution, la 2817. Cette résolution est soutenue par la France. Elle met en avant le droit à l'autodéfense. Et vous avez deux pays qui, évidemment, sont membres de sécurité permanent des Nations Unies, qui n'ont pas pris position, et pas des moindres. Il s'agit de la Chine et de la Russie. J'ai super bien répondu à la question. C'est clair, hein? On a tout compris. C'est clair qu'il va rouvrir. Tout le monde, mais sûrement pas les Américains. C'est voilà. Donald Trump. Alors, on ne cesse de dire que les États-Unis ne dépendent pas du détroit d'Ormuz et qu'ils sont autosuffisants en pétrole et en gaz. Néanmoins, ils souffrent aussi de la hausse du prix du pétrole et des carburants. Pourquoi? Pour trois raisons principalement. Le prix du pétrole, il n'y a pas un prix plus mondial que le prix du pétrole. Tous les marchés sont interconnectés, y compris le WTI, le West Texas Intermediate, ce pétrole originaire du Texas qui se négocie à New York. Vous pouvez pas avoir un baril qui serait complètement immunisé des risques géopolitiques dans un marché aussi interconnecté. Il n'y a pas un prix qui résiste plus mal à la volatilité que celui du pétrole. La deuxième raison, c'est que on réalise que Ormuz, c'est un nœud de mondialisation. Il n'y a pas que le pétrole. On en prend conscience avec la crise que nous vivons. Je rappelle que jamais dans l'histoire il n'avait été fermé. Et la troisième raison, c'est que les Américains sont les premiers consommateurs de pétrole au monde. Oui, c'est vrai, ils produisent des huiles et du gaz de schiste, mais c'est un hydrocarbure ultra léger. Or, toute une partie des infrastructures de raffinage installées sur le sol américain n'ont pas été conçues pour traiter le pétrole de schiste, mais pour traiter des pétroles lourds comme celui du Venezuela. Ce qui veut dire qu'en réalité, les Américains ont beau être autosuffisants, ils restent largement exportateurs, eux aussi, de pétrole lourd qui vient de l'extérieur.